Bonsoir à tous, c'est reparti pour une saison d'autrement. Vous le savez, nous avons vécu un été exceptionnellement chaud. Nous vivons d'ailleurs un été exceptionnellement chaud puisque c'est encore l'été. Et l'IRM vient de le confirmer, les températures de ce mois d'août ont battu tous les records depuis le début des observations à Uccle en 1892. Et dans ces conditions, vous êtes peut-être comme moi, vous avez à plusieurs moments cherché à Bruxelles un coin d'ombre, un îlot de fraîcheur. Et vous avez constaté que il n'y en a pas toujours dans le centre-ville, par exemple, il en manque. Et une évidence s'impose aujourd'hui, il faut végétaliser la ville partout où c'est possible. C'est ce que font nos invités de ce soir. Et avec eux, nous allons explorer toutes ces pistes pour rendre la région plus verte. Laetitia Klostermans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de la SBL Less Béton, Less comme LE2S, moins de béton. Pour vous, avec l'été qu'on vient de passer, l'urgence s'impose de plus en plus sur cette idée de déminéraliser. Oui, cet été doit vraiment nous rappeler l'importance, notamment, débétonner, c'est un des moyens qu'on a à notre disposition, très concret en fait, pour s'adapter aux effets du changement climatique, et notamment cette sécheresse qu'on vient de vivre, mais parfois, comme on l'a vécu l'année passée, de fortes précipitations. Donc vraiment, c'est un moyen très rapide et concret de le faire, et il faut absolument multiplier ces actions un peu partout, surtout dans les quartiers du centre, effectivement. Et c'est aussi un moyen aussi, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, mais de ramener abri et nourriture pour la biodiversité, qui souffre également beaucoup de cette sécheresse. Ouais. Alors Sophie Van Gertruyden, bonsoir. Vous représentez la SBL Happy Bruxelles, qui œuvre aussi à cette végétalisation de la ville. On pourrait se poser la question, à quoi ça sert de végétaliser quelques mètres carrés parfois? Est-ce que c'est vraiment utile? Vous répondez quoi à ça? Alors oui, évidemment, en fait, ce qui est important, c'est de végétaliser quelques mètres carrés, mais le plus possible, partout, pour augmenter la surface totale végétalisée de la ville, qui contribue énormément à absorber les eaux pluviales et aussi à diminuer l'intensité de la chaleur, particulièrement en été, puisque le béton en fait ne fait que réfléchir et emmagasiner la chaleur, là où les espaces verts et les espaces végétalisés diminuent cette chaleur, et les arbres notamment participent à diminuer les températures avec l'évapotranspiration. Et donc même des petits espaces végétalisés, en fait, c'est tous des espaces qui ne sont pas minéralisés et qui du coup ne contribuent pas à accentuer en fait les effets du réchauffement climatique. Alors Nicolas de Brabander, bonsoir. Vous êtes le responsable de Urban Forest et votre job, c'est de créer ce qu'on appelle des tiny forests. En 30 secondes, c'est quoi une tiny forest? Tiny Forest, c'est une micro-forêt qu'on réalise avec la méthode Miyawaki. Ça consiste à ramener un petit bout de la forêt comme elle était il y a bien longtemps. C'est une forêt très diversifiée, très compacte, à étages, qui a un habitat exceptionnel pour la biodiversité et qui pousse rapidement. Ouais, et donc, il y en a de plus en plus en région bruxelloise. Il y en a une à Forêt, il y en a une aussi dans le parc de Tour et Taxis. Et récemment, on en a planté une aussi à Watermal-Boisfort. On va la découvrir avec celui qui en a été l'initiateur. C'est un reportage que l'on a réalisé au mois de juin. Et tout de suite après le sujet, on vous donnera des nouvelles de cette tiny forest. A-t-elle résisté à la sécheresse ou pas? Petit suspense, on en parle après le reportage. Elle se cache à l'arrière du dépôt communal, la Tiny Forest de Watermal-Boisfort. C'est Marc Prince qui a lancé l'idée d'en créer une dans la commune et il est heureux de la voir croître. Voilà un beau petit chêne. Ça représente une des 22 espèces qui a été plantée. Le chêne ici, les plantes de chêne sont soit plus petits que les autres, mais on voit qu'ils sont aussi en très très bonne forme. Toujours agréable à voir. Apparemment, le taux de succès doit être près des 100%. Je vois aucun arbre qui, dans les 3 mois, est déjà mort ou vraiment en très mauvais état. Des chênes, des charmes, des érables, des tilleuls, en tout 1000 arbres environ ont été plantés sur ce terrain d'un peu plus de 300 mètres carrés par des habitants et des élèves des écoles de la commune. Mais ce qui était intéressant dans le projet, c'était son approche positive. C'est de venir avec un projet qui permet de lutter contre le changement climatique, un projet positif. L'avantage d'implanter des forêts, c'est que ça capte énormément de CO2, qui est un des effets recherchés pour réduire notre empreinte pour les générations futures. Difficile de croire que ces frêles branches formeront dans quelques années une véritable petite forêt. Mais Marc, lui,
la voit déjà. Si vous imaginez que ça ne ressemble pas encore à une forêt, je vous propose de revenir dans 1 an. Et les arbres auront probablement, ici ils ont entre 50 et 80 cm, ils seront déjà probablement à 2,50 m, voire 3 mètres. C'est difficile de s'imaginer que ça va pousser aussi vite. Et alors, bon, ça va pousser en hauteur, mais ça va commencer à prendre de l'amplitude. Donc le fait qu'il y ait parfois 50 cm entre chaque arbre, ça veut dire que dans 2 ans, vous ne passez plus. Vous ne passez plus. Donc là, c'est aussi un peu le gros avantage. La forêt va se défendre d'elle-même. Une forêt qui nécessite un peu de soin au début de sa croissance, mais qui bientôt n'aura plus besoin d'aucune intervention humaine. Voilà, on vous avait promis donc des nouvelles de ces Tiny Forest. Alors j'ai eu le jardinier en chef de Watermal Boisfort en ligne tout à l'heure et elle va plutôt bien, plutôt très bien même. Elle a résisté à ces semaines de sécheresse. Évidemment, les arbres n'ont pas énormément poussé, mais en tout cas, ils ont tenu le coup. Le jardinier m'expliquait qu'il y avait ce système de paillage qui est mis en place et qui permet effectivement de conserver une certaine humidité. Vous-même, Nicolas, vous avez eu peur que certaines ne tiennent pas le coup? Mais j'étais un petit peu inquiet au début de l'été, c'est vrai. Je me dis, oulala, avec cette sécheresse, qu'est-ce que tout ça va devenir? Et je suis agréablement surpris de voir que les arbres tiennent très bien. Il n'y a pas cette croissance que j'aurais espéré mais bon, c'est un peu normal, c'est très rude. Mais ils tiennent, la mortalité est très faible. Et je pense que l'enracinement est vraiment solide, que ça promet ça des veut belles dire, vous années. me disiez, on a perdu quand même 1 an dans la croissance, donc ça mettra un peu plus de temps. Exactement. Ouais. Et donc, par rapport à ça, donc le secret, c'est quoi? C'est cette compétition entre les arbres qui fait que la pousse est beaucoup plus rapide? Oui, c'est vrai que la compétition stimule la croissance, à la proximité, ils veulent atteindre la lumière, mais plus que ça, je pense qu'il y a un effet coopératif, un effet d'entraînement. Ils se protègent par leur densité du vent, par exemple. Ils créent un ombrage. Il y a ce paillage, la préparation du sol avant, qui permet de mieux stocker les eaux de pluie avant la sécheresse. Et tout ça, finalement, avec la biologie du sol, tout ce qui se passe dans le sol, fait que les arbres sont dans des conditions vraiment idéales pour pousser au maximum de leur potentiel. Alors, il y a un engouement mondial, on va le dire, pour ces Tiny Forest. On peut planter jusqu'à 40 espèces différentes à Boisfort. Vous en avez planté 22. Ce sont des surfaces de 100 à 3000 mètres carrés avec 3 à 5 arbres par mètre carré. Ça, c'est pour le détail technique. Mais ce que j'ai pu constater en préparant cette émission, c'est que ça divise en fait les spécialistes environnementalistes. Et de votre côté, Sophie, vous vous posez beaucoup de questions sur l'opportunité de planter ces Tiny Forest. Oui, donc de notre côté et des côtés scientifiques, il y a un peu de réserve, ou en tout cas de la vigilance par rapport à des projets qui semblent un peu tout faits clé sur porte et qui promettent beaucoup de services écologiques qui n'ont malheureusement pas encore été vérifiés par des études, donc on prend du recul. Et surtout, ça pose pas mal de questions, notamment au niveau du coût et des sacrifices que ça engendre, puisque avec cette densité, les arbres poussent en effet beaucoup plus vite, ce qui fait des arbres qui poussent en hauteur mais pas en largeur, donc ça fait des arbres qui au final sont plus fragiles et donc durent moins longtemps. C'est aussi sacrifier tout un certain nombre d'arbres qui ont été plantés en pépinière et qui ont poussé pendant des années, qu'on sacrifie. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir l'ambition d'amener ces arbres-là à maturité tous? Et puis, à Bruxelles, en tout cas, ça met une certaine pression sur les milieux ouverts, qui sont déjà rares et qui sont pourtant vraiment très importants. Et donc, selon nous, c'est des projets qu'il faudrait plutôt faire dans des surfaces minéralisées, donc déminéralisées pour faire des microforêts, oui, mais pas sur des surfaces déjà végétalisées, en fait. Alors, beaucoup de questions par rapport à cela. Alors, sur la fragilité, sur le fait qu'on n'a peut-être pas assez de recul pour savoir si ces forêts vont durer dans le temps. Au Japon, dans des conditions climatiques similaires aux nôtres, climat tempéré, on a quand même plus de 45 ans de recul maintenant, avec plus de 1500 projets dans le monde. Et on observe quand même que ça marche assez bien. En moyenne, on parle de 80-83% de survie. Donc on perd peu d'arbres. Moi, je l'observe autour de moi aussi, les projets qu'on a réalisés avec Urban Forest. Ça tient vraiment, il n'y a pas cette mortalité écrasante que certains parlent. Au contraire, c'est assez incroyable
Mais là, sur le millier résilience. d'arbres à Boisfort, il en restera combien dans quelques années, selon Bah, vous On parle de 90% sur 20 ans et 70% sur 40 ans. Voilà, c'est ce qu'on observe au Japon dans des conditions similaires. Parfois, on a beaucoup plus quand on est dans des climats extrêmes. En Sardaigne, par exemple, s'il fait très très chaud, sur un sol rocailleux, sans aucun arrosage, là, évidemment, on a plus de mortalité. Mais ça marche vraiment, ça fonctionne. Ouais, je vous ai vu sourire pendant qu'il vous répondait. C'est peut-être des climats similaires, mais c'est pas les mêmes essences et c'est certainement pas les mêmes conditions en milieu ici urbain. Mais notre crainte aussi, en fait, c'est que ça soit utilisé un peu comme un acte politique où c'est un peu la course à qui a planté le plus d'arbres, alors que les priorités ici à Bruxelles, c'est vraiment d'augmenter la surface végétalisée et pas le nombre d'arbres à tout prix. Et donc, ça fait beaucoup parler avec le nombre d'arbres. Imaginons qu'à Bruxelles, on veuille planter 100 000 arbres. Avec ce genre de technique, ça représenterait grosso modo 3 hectares sur une surface de 16 000 hectares. On comprend peut-être où on voudrait mettre d'autres priorités, en fait. Ouais. Alors, niveau de la végétalisation. des questions encore sur le coût. Sophie disait que ça coûte très cher par rapport à ce que c'est. Et la question, justement, est-ce que c'est opportun de faire ça dans un espace qui était déjà un espace vert, puisque c'est le cas, par exemple, à Boisfort, c'est le cas aujourd'hui dans le parc de Tour et Taxi également. Votre réponse par rapport à ces deux critiques? Ça peut avoir de l'intérêt si c'est une pelouse, il y a très peu de biodiversité. Si on peut déminéraliser, évidemment, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est un petit peu, il faut identifier le bon site. C'est certainement pas une solution, on va dire, miraculeuse qui résout tout. Mais je veux aussi répondre en termes d'arbres. Vous avez tout à fait raison. Moi, je n'encourage pas du tout à qui mieux au nombre d'arbres. Et je préfère même parler plutôt de projets. On a créé une microforêt là, une autre là-bas. Et ça a beaucoup plus de sens. Alors, on va terminer sur ce thème. On voit en tout cas que ça suscite beaucoup de questions et de réflexions. On va parler de votre action à l'Est Béton. On va voir des images au square Pecker. On est là près de la gare du Midi à Anderlecht. C'est un endroit que vous avez végétalisé. On était au mois de juin aussi. On voit des bacs. On voit effectivement de nouvelles plantations, des nouvelles. Laetitia, comment ça cet été s'est passé pour le square Pecker? Alors, outre cette sécheresse, évidemment, qui a impacté certaines plantations, notamment celles qu'on avait plantées encore au printemps de cette année, il y a quand même, on plante dans des espaces denses sur l'espace public, donc il y a beaucoup d'autres pressions encore que la sécheresse. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Je suis allée voir, j'y vais régulièrement, et l'Université populaire d'Anderlecht, qui fait le projet avec nous, entretient et est présent aussi sur les lieux. On avait mis des tonneaux de récupération d'eau de pluie qu'ils ont pu quand même utiliser pour arroser partiellement. Mais du coup, ce que nous, on dit surtout, c'est que le fait de déminéraliser, de recréer un sol vivant, même s'il y a peut-être certaines plantes qui sont mortes cet été, va permettre aux graines de plantes sauvages, même peut-être de petits arbres, c'est peut-être pas l'idéal au pied d'autres arbres, mais en tout cas d'arbustes, etc., de se ressemer. Et donc déjà, rien que le fait de déminéraliser et de recréer un sol, c'est positif, et ce seront finalement les plantes les plus résistantes qui pourront aussi s'implanter et partager l'espace avec celles que nous avons mises, même si on fait très attention aux plantes qu'on met. Ce sont aussi des plantes indigènes et particulièrement adaptées à ces pressions. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que dans cet exercice de végétalisation, d'abord il faut un suivi, et puis dans le choix, c'est très compliqué aussi. Et cet été va nous aider aussi à identifier quelles plantes résistent particulièrement et à la sécheresse et à des conditions très très compliquées en milieu urbain dense, où nous par exemple, les chiens vont dans les fosses régulièrement, saccager un peu les plantes. J'ai pas envie d'attaquer les chiens, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de pression. C'est une place, donc les gens se réunissent, passent du temps. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que l'espace a quand même un petit peu souffert de cet été. Oui, mais il y a beaucoup d'autres facteurs que la sécheresse encore à prendre en compte. Là où nous, on plante, en tout cas, et on privilégie ces espaces denses et minéralisés. Donc, Ça, c'est évidemment une question, Sophie. C'est que, certes, il faut déminéraliser, mais comment le faire, où le faire et comment faire en sorte que ce soit respecté, c'est très très compliqué. Oui, et il y a des espaces qui sont beaucoup plus contraignants que d'autres, notamment les pieds d'arbres qui sont beaucoup utilisés pour mettre les poubelles et pour les chiens. Et évidemment, en fait, les priorités dans la ville ne sont pas toutes les mêmes partout en fonction de la première, deuxième, troisième couronne. Il faut végétaliser. Au centre-ville, c'est des espaces très très minéralisés, donc la priorité là, c'est d'augmenter le plus possible la surface végétalisée. Dans la deuxième couronne, ça va être d'essayer de reconnecter ces espaces entre eux pour créer des réseaux denses et étendus.
Et la troisième couronne, qui est déjà assez verte, là, il y a plus un objectif de renforcer la biodiversité, en fait. Et donc, oui, selon les espaces, on n'a pas les mêmes priorités, mais l'important, c'est d'augmenter, en fait, ces surfaces qui, en n'étant pas bétonnées, permettent l'infiltration des eaux du sol et diminuent les effets d'îlots de chaleur. Ouais. Et pour vous, Nicolas, parce que c'est vrai que quand on plante la forêt, au début, elle est toute petite, ce sont des filets d'arbres, on va dire, des petites branches parfois. Est-ce que dans un endroit qui peut être assez fréquenté, on parle du parc de Tour-et-Taxis par exemple, est-ce que vous constatez que effectivement les arbres parfois ils dégustent? Jusqu'à présent, pas. On met des clôtures, on scénographie l'espace, on crée un espace qui soit visuellement, on voit qu'il y a une intention. Donc on n'a pas de dégâts pour le moment. Dans les écoles, parfois, les étudiants en marchent à travers, ils font des sentiers, mais c'est plutôt positif, ça montre que c'est un espace qui leur plaît, ils sont au contact de la nature. Pour l'instant, les signaux sont assez positifs. Alors Laetitia, là vous travaillez beaucoup, vous, avec le soutien de la commune, et donc on voit qu'il y a une démarche participative, c'est votre cas aussi, Nicolas. Souvent des écoles sont associées à la plantation de la forêt. Justement, par rapport à cela, vous avez des projets de potager urbain sur des places. Comment vous imaginez que ça puisse être respecté à nouveau et qu'on puisse en faire un vrai espace partagé? Ici, en l'occurrence, au Square Pecker, c'était déjà des habitants qui cultivaient sur la place. Donc, on n'a fait que venir aider. On a fait des analyses de sol, on leur a ramené de la bonne terre. C'est pour ça que vous voyez des bacs, mais qui sont quand même connectés au sol. Donc, on est plutôt là à encourager des initiatives déjà existantes. Mais on pense aussi que déminéraliser massivement la ville pourra nous permettre d'être plus résilients à plein de niveaux, et notamment en termes de production alimentaire. Oui, et donc vous pensez qu'un potager sur une place à la Laken, c'est possible? C'est possible. En tout cas, peut-être qu'à un moment donné, au-delà d'être possible, ça deviendrait même peut-être un peu une obligation, parce que si on veut devenir un peu plus autonome et résilient. Et puis ça peut vraiment créer une synergie entre les personnes, un projet commun, le fait de se réapproprier positivement l'espace public. Parce que pour l'instant, c'est vrai que nos sols bruxellois, ils sont recouverts de béton principalement pour le traverser, ça sert de support. Et on a envie de montrer qu'à partir du moment où on le déminéralise, il y a plein de possibles qui sont là et qu'on peut vraiment de nouveau s'approprier cet espace pour se rencontrer, pour faire des projets constructifs et de nouveau être un peu plus résilient. Ouais, et ceux qui nous regardent aujourd'hui, Sophie, qui nous disent je suis convaincu, moi j'y vais, je veux déminéraliser devant chez moi. On peut y aller, ou alors il faut un permis, il faut une autorisation. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Alors, la plupart des communes offrent un permis de végétalisation qu'il faut remplir sur le site de la commune avec un petit formulaire. Il y a beaucoup de communes qui accompagnent aussi les citoyens et les citoyennes en offrant toute une série Mais il faut demander de plantes. l'autorisation. Mais il faut demander l'autorisation, a priori. Bon, je doute qu'on vous enferme en prison si vous dépayez. Mais j'ai appris qu'on ne pouvait pas enlever soi-même le pavé. Il y a des communes qui encouragent, après en tout cas... Enfin, vous demandez à la commune est-ce que je peux le faire, et les communes vous autorisent à le faire vous-même. Ou envoie un service le faire. Envoie un service le faire. Maintenant, c'est en fait parce qu'il faut respecter un certain nombre de règles par rapport au passage notamment des PMR et l'accessibilité et la practicabilité du trottoir. Et donc, mais sinon, la plupart des communes encouragent vraiment les initiatives personnelles comme ça et citoyennes. Parce que quand on discute avec des paysagistes, ils nous disent parfois mais vous savez, là on ne pourrait pas planter parce qu'on n'a quasiment pas de profondeur, donc on n'arrivera pas, on ne saura pas planter des arbres, et ça arrive dans plusieurs espaces publics, hélas. Est-ce qu'on sait exactement où on peut le faire? Est-ce qu'il y a une cartographie qui a été établie des lieux où on peut effectivement végétaliser sans souci? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de cartographie comme ça. Et en effet, il y a beaucoup d'amont dans le sol avec les égouts, les lignes d'eau, d'électricité, etc. Donc, il y a des endroits où on sait que ce n'est pas possible. Maintenant, généralement, le long des façades des maisons, là, il n'y a a priori jamais de problème. Et en effet, pour ce qui est des arbres, c'est logique que la ville doive s'emparer de... Et pour vous, il faut un permis, Nicolas, pour faire ce type de... C'est un petit peu une boîte noire. C'est trop petit pour changer l'affectation du sol. Donc, on considère qu'il ne faut pas de permis. C'est du jardinage. Mais on va toujours introduire un dossier au collège
Oui, qui mais va souvent c'est valider les ou communes pas. qui vous mandatent aussi pour Voilà. le faire. Oui, ou parfois même des collectifs citoyens aussi qui font ça avec l'accord de la commune. Alors on va maintenant vous montrer un autre petit espace vert, des espaces verts qui ont tendance à devenir de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on appelle un pocket park. Celui-là est installé sur le territoire de Laken, un peu en hauteur. Non, c'est pas ces images. Ça, ce sont les images de la porte de Ninove, si je vois bien. Ah non, voilà, c'est le pocket park qui était installé le long du canal. Baptisé La Halte, aménagé dans le cadre du contrat de quartier Boxtal, et donc situé le long de la ligne de chemin de fer. Ça fait 1 an qu'il est accessible en face de l'ancienne gare de la famille royale, la gare personnelle. Alors là aussi, ce sont des images de juin, tout était très vert, mais ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait énormément de végétation. Alors beaucoup se demandent, est-ce qu'il faut entretenir ces espaces verts? Est-ce qu'il faut appliquer un fauchage tardif, comme on le fait à certains endroits? Votre idée sur la question, Laetitia, est-ce qu'il faut laisser la nature s'épanouir dans ces petits espaces verts? En tout cas, un maximum. C'est vrai qu'on peut entretenir une partie, créer des sentiers, des choses comme ça pour que les gens voient qu'effectivement, c'est fait exprès en fait qu'on laisse la nature se développer. Mais je serais curieuse vraiment de voir dans quel état est cet espace maintenant, puisque c'est surtout des plantes sauvages qu'on voit qui ont poussé là. Et donc, à mon avis, elles ont bien mieux résisté à la sécheresse. Ouais, donc vous serez plutôt de dire, laissons la nature... Mais avec peut-être, ces espaces peuvent être utilisés comme lieu pédagogique, comme lieu pour que les écoles puissent aller aussi... s'approprier un peu cette nature, apprendre et du coup avoir moins d'appréhension par rapport à ces plantes sauvages qu'on a tendance à appeler mauvaises herbes, mais qui au final seront celles qui sont les mieux adaptées à notre climat et aux conditions difficiles. Ouais, Sophie, votre avis sur le sujet? Oui, moi je pense que ces espaces permettent aussi à la population de changer son regard sur ce qu'elle estime être la nature qui en ville a été très rangée et très organisée et où finalement la nature n'est pas organisée et est sauvage. Et ça permet de changer un peu notre perception en fait et d'accepter aussi la végétation spontanée puisqu'elle est de plus en plus présente en ville et puis de cohabiter en fait mieux avec la nature plutôt que d'avoir tous ces jardins trop... Alors, une réponse rapide, Nicolas. Est-ce que les forêts, dans 5-10 ans, les tiny forests, on peut les aménager pour y créer des sentiers? Ou alors vous dites non, c'est vraiment pas le but de ces forêts-là? On va faire les sentiers au moment de la plantation. Donc on va vraiment dessiner le sentier qu'on souhaite. Et là, on ne va pas planter. Et comme ça, on laisse... Oui, ce serait dommage de planter les arbres ensuite. Oui, après, on n'aménage plus, quoi. Normalement, on n'y touche plus. Voilà. Une fois que les arbres sont plantés, on laisse faire la nature. Il y a un petit peu d'entretien pendant 2 ans. Et la forêt doit normalement être totalement autonome la 3e année. Alors, on termine en vous montrant ces quelques images prises aujourd'hui, au parc de la Porte de Ninove. Là encore, c'est un nouvel espace vert qui a été aménagé. Regardez ces images. Il a vraiment beaucoup souffert de la canicule. Certains arbres n'ont pas survécu. L'herbe a quasiment disparu à certains endroits. C'est une pelouse qui a été semée en septembre 2019. Et là, on se pose la question, Laetitia, est-ce que cet espace vert va réussir à se régénérer seul, ou alors est-ce qu'il faudra encore une intervention humaine? Et comment faire à l'avenir pour éviter ça, puisqu'on nous dit que les épisodes de chaleur vont se multiplier? Il faut clairement remettre en question nos modes de gestion, c'est sûr. Après, moi, je n'ai pas les détails de la manière dont ça a été géré. Non, mais on le voit aujourd'hui, quand on passe devant. C'est sûr que les pelouses, en général, qui ont été tondues et qui sont maintenant grillées, elles se mettent en dormance. Donc, normalement, s'il recommence à pleuvoir, elles vont revivre d'elles-mêmes, sauf s'il ne pleut pas pendant encore 6 mois. On n'espère pas. Mais du coup, mais c'est sûr que tondre une pelouse au mois de juin, alors qu'on sait qu'on risque d'avoir de nouveau des périodes de sécheresse et de canicule, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc effectivement, privilégions de laisser un maximum d'espace en prairie, ne tondre que les espaces nécessaires à la circulation, acceptons d'être beaucoup plus avec cette nature sauvage, changeons notre regard. Et je pense que c'est vraiment les pouvoirs publics qui peuvent contribuer à ce changement de regard en changeant le mode de gestion. Et ça se fait de plus en plus. Mais c'est vrai qu'un parc comme celui-là, en plus, je pense qu'il se veut évolutif. Bon, voilà, de nouveau, je ne connais pas tous les détails. Mais ce que vous nous dites, c'est si on avait laissé l'herbe peut-être un peu plus haute, avec la rosée, elle aurait mieux tenu le coup. C'est ça, donc il y a la rosée qui permet de capter beaucoup plus d'eau le matin et qui va permettre de garder une prairie beaucoup plus verte plus longtemps que des gazons tondus à ras, ça c'est sûr. Ouais. Alors Sophie, dernière question, ce sera pour vous. On parle de remise en cause des méthodes, de la manière dont on végétalise. Est-ce que cette réflexion-là, on en est au début ou alors on sait déjà ce vers quoi il faut aller?
Je pense on fait beaucoup de tests essais-erreurs, puisqu'on n'a pas non plus 50 ans d'expérience derrière nous. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est de diversifier le nombre de projets et de surtout retenir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné selon telle et telle condition. Et évidemment, les modes de gestion doivent évoluer et il faut essayer et voir ce qui fonctionne. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura, comme l'année passée, des énormes inondations. Et donc, il faut essayer de voir le problème peut-être dans sa globalité et diversifier les modes de gestion et puis diversifier surtout les espèces végétales, les strates, toutes les manières dont on végétalise en fait. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur toutes les techniques qui peuvent être mises en œuvre. Une chose est sûre en tout cas, c'est que vous aurez du boulot dans les années qui viennent parce que pour déminéraliser à Bruxelles, il y a encore pas mal de chemin à faire. Merci d'avoir été sur ce plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission.